Bonsoir et bienvenue dans l'émission Agir ensemble. Cette semaine, il sera question des cas d'agression sur mineurs. Notre invitée, c'est Virginie Bissessart, qui est la directrice de Pédostop. Virginie Bissessart, bonsoir. Bonsoir, Josiane. Un sujet très profond cette semaine. Il s'agira des enfants, des mineurs qui sont agressés, il faut le dire, sexuellement. Mais avant d'entrer dans ces détails, parce qu'il y a eu des cas depuis le début de l'année, on va commencer par présenter Pédostop. Alors, Pédostop est une association qui naît à la suite d'un grand scandale de pédophilie à Maurice en 2005. Ce sont des parents de victimes qui se sont réunis afin d'offrir un meilleur suivi aux victimes suite à ce scandale. Puis en 2012, l'association s'enregistre et se professionnalise et on va offrir à partir de 2015 un suivi psychologique et un suivi légal gratuit pour les familles les plus vulnérables et permettre à ces enfants-là, d'une, d'obtenir justice et de deux, de se reconstruire et de reprendre le cours normal de leur vie. Agression sexuelle chez un mineur, un sujet très souvent tabou. Oui. Comment on fait aujourd'hui pour sensibiliser, pour communiquer, parce que ce sujet reste tabou? Alors, nous sommes là aujourd'hui, ça c'est une première chose. Et puis aussi, nous offrons des sessions de prévention gratuites à n'importe qui nous demande. Ça peut être une auto-ONG, ça peut être une école, ça peut être même un corporate, parce que les premiers, on va dire, protecteurs des enfants, ce sont les parents. Et donc, dans les corporates, ce sont les parents qui travaillent. Donc, nous allons porter ce message-là à tout le monde qui nous demande. Et on commence dès l'âge de 3 ans avec un langage, bien sûr, et un message adapté au niveau de compréhension des enfants. Donc, à 3 ans, on ne dit pas la même chose qu'on dit à 12 ans, à 16 ans, à 18 ans, un enfant. Donc, voilà. On va d'abord commencer par des messages simples sur les parties intimes, sur qui a le droit de nous toucher ou pas. Le consentement, ça, je pense, c'est très important quand on est petit de comprendre qu'on a le droit de dire non si on n'a pas envie qu'on nous touche ou on nous embrasse. Et il ne faut pas que les adultes s'en offensent. Voilà. Et puis, on voit aussi que très jeunes, ils commencent sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, il y a eu des dérives sur Telegram et on voit aussi parfois sur WhatsApp, sur TikTok, il y a eu pas mal de dérives. Donc, du coup, à partir de 9 ans, 11 ans, on commence à parler de l'utilisation du téléphone et des réseaux sociaux et de ce qu'ils postent et de ce qui peut rester d'eux et des dangers auxquels ils s'exposent, malheureusement, en ajoutant des gens qu'ils ne connaissent pas. Donc, on fait ce topo-là. Et puis, au niveau de l'adolescence, on arrive dans le cœur de la sexualité, parce que c'est là que ces questions-là se posent la première fois. Pourquoi, comment, est-ce que j'ai le droit, à quel âge? Donc, on revoit tout ça et tout le cadre légal qu'il y a autour avec les ados. Et on essaie d'avoir un dialogue ouvert et de répondre à un maximum de questions le plus franchement possible. Et voilà comment on fait la prévention au niveau de Pédostop. Virginie Bissessart, est-ce qu'il y a beaucoup de cas aujourd'hui? Il y a Est-ce énormément. qu'il y a des cas qui sont rapportés? Et on va parler des cas non rapportés par la suite. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec l'awareness, la sensibilisation, est-ce que les cas sont rapportés? Est-ce que les gens dénoncent? Est-ce qu'il y a des cas? Oui, on voit que depuis que la visibilité de Pédostop augmente, le nombre de coups de téléphone qu'on a de mamans désespérées aussi augmente. Et de papas désespérés. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Donc, on a des familles qui viennent vers nous et qui nous disent, voilà, malheureusement, c'est arrivé à mon enfant, qu'est-ce que je dois faire? Et ils sont un petit peu perdus, ils sont allés à la police, ils ont donné un premier statement, mais pour eux, ce qui va se passer après le statement, ce n'est pas très clair. Et ils sont perdus, et bien sûr, ils sont paniqués, et c'est énormément d'émotions pour l'enfant, pour eux. Les parents aussi, ils vivent une espèce de trauma d'accompagner leur enfant dedans. Donc, du coup, on les guide à travers les différentes démarches qu'il va y avoir, administratives, les étapes du reporting d'un abus sexuel. Et on leur donne l'accompagnement légal d'un avocat qui va les recevoir, qui va recevoir l'enfant, qui va préparer l'enfant pour les auditions, pour la complainte, etc. Et qui va surtout rassurer les parents sur qu'est-ce qui va se passer par la suite. On a aussi des psychologues qui viennent travailler sur le trauma de l'enfant et des psychologues qui sont qualifiés, qui ont l'expérience de ce genre de trauma, parce que ce n'est pas la même chose que de travailler sur la dépression ou sur les troubles alimentaires, qui sont d'autres problématiques importantes aussi.
mais le trauma qui résulte d'un abus sexuel est un trauma assez complexe et profond. Et donc là, il faut des psychologues expérimentés et qualifiés pour mettre les mains dedans et arriver à aider l'enfant à reprendre confiance en lui, parce que ça n'est pas une fatalité, Dieu merci. La vie peut reprendre quand on a un accompagnement, quand on obtient justice, l'enfant reprend le développement normal de sa vie et il peut à nouveau retrouver une certaine forme de joie de vivre et de normalité comme les autres. Alors, quand on parle de ces cas d'agression, bien souvent, on fait référence à des gens qui sont proches de la victime, dans son entourage. Euh, des fois, on n'y croit pas que les proches, que ce soit très proches, peuvent abuser, peuvent faire du mal aux enfants qui sont dans leur entourage. Mais est-ce que c'est vrai ça? Ben, on Les nous gens a... ont tendance à ne pas trop croire ces choses-là. On nous a bassinés avec le mythe du méchant loup. C'est un étranger, il ne faut pas parler aux étrangers, il ne faut pas accepter des bonbons des étrangers, etc. etc. Mais ce n'est pas de l'étranger qu'il faut se méfier. C'est malheureusement de notre entourage le plus proche, parce que les statistiques sont drastiques. Elles disent que 94% des abuseurs sont connus de leur victime. Donc, soit c'est un membre de la famille, soit c'est quelqu'un qui fréquente la maison, qui connaît les habitudes de l'enfant et des parents et qui sait quand il peut avoir l'enfant à sa disposition, qui a la confiance des parents. Souvent, on ne se méfie pas de tonton, cousin, cousine. On n'imagine pas que dans ces jeux d'enfants, ben, parfois, ça dérape. Voilà. Bien souvent, on voit qu'il y a des adultes qui confient leurs enfants à des proches, des fois pour aller travailler en faisant confiance. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ces choses-là? Alors, il ne faut pas basculer C'est dans sensible, c'est sensible. La ligne est très fine. Il ne faut pas basculer dans la paranoïa non plus, parce qu'un enfant a besoin de l'affection de son entourage pour grandir. Mais Il a comment besoin... protéger en même temps? Voilà. Mais en même temps, en tant que parent, il faut être vigilant. Et nos enfants vont nous donner des signes, c'est-à-dire être mal à l'aise face à quelqu'un, ne pas vouloir aller embrasser quelqu'un, ne pas vouloir faire la bise. Ne forcez pas les enfants. Écoutez ces signes, parce que ce sont des adultes qu'ils aiment en général, hein, le cousin, le tonton, le grand-père. Ce sont des figures aimées, respectées dans la famille, donc il va avoir du mal à dire cette personne-là me veut du mal ou me met mal à l'aise ou me touche. Donc, il faut laisser l'espace à l'enfant, il faut le croire, il faut l'écouter et surtout, il faut bien observer ces petits signes de malaise. J'ai mal au ventre avant d'aller quelque part, je ne veux pas aller prendre le son. Il faut écouter ces enfants, il faut être vigilant. Je vous repose la question, est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cas? Il y a énormément oui. de cas, Josiane. L'Organisation mondiale de la santé parle d'une petite fille sur 5 avancée 11 ans et d'un garçon sur 13. Et nous avons fait une étude récente avec Kantar en 2024 auprès de 1500 répondants à Maurice. Et 42% des Mauriciens, hommes et femmes compris, disent avoir vécu une forme d'abus sexuel au cours de leur vie. 31% des Rodriguais. Donc les chiffres sont drastiques. Ça veut dire que dans chaque famille mauricienne, il y a certainement une victime. Et s'il y a une victime, il y a un prédateur pas loin. Donc ça nous concerne tous. Ça n'est pas juste des faits divers qu'on voit dans les journaux de temps en temps. Un beau-père a agressé sa belle-fille mineure, etc., etc. Non, ça se passe au quotidien. Et dans toutes les classes de Maurice, on a des enfants victimes. Maintenant, c'est à nous d'aller détecter ces enfants, de leur offrir un espace pour pouvoir parler et de les protéger surtout. Et donc, il va falloir qu'on ait des préventions systématiques, obligatoires. On ne peut plus continuer en tant que parent à faire l'autruche et à dire « ça ne me concerne pas, ça ne concerne pas ma famille, c'est les autres, ça arrive ». Le stéréotype qu'on a le plus souvent, c'est que ça arrive chez les pauvres parce que la promiscuité fait que. Pas du tout. Chez Pédostop, nous avons des victimes dont le papa est CEO, dont les papas sont managers aussi, sont de hauts fonctionnaires. Donc, je veux dire, ça touche toutes les classes sociales. Et on a pas mal de stéréotypes par rapport à ça, alors que c'est beaucoup plus étendu et c'est beaucoup plus tentaculaire que ce qu'on le pense. Est-ce que les gens aujourd'hui dénoncent? C'est difficile. Parce qu'il y a la honte, parce que parfois, il y a les parents même qui ont peur d'aller mettre le frère, la sœur, le grand-père, le papa, la tante en prison, entre guillemets. Porter plainte, ça va créer un scandale. Quand l'enfant parle, souvent, on ne le croit pas. Mais non, tu as peut-être mal interprété. Ah, mais c'était juste un petit câlin, c'est tout. C'est toi qui as mal compris. Donc, souvent, on minimise
Et du coup, l'enfant va se renfermer parce qu'il ne se sent pas entendu. Il comprend qu'on ne percute pas, que c'est difficile pour lui là, et il se referme. Et puis, on a des parents aussi parfois qui sont complices. On a malheureusement des mamans qui sont complices, qui savent mais qui font semblant de ne pas savoir, qui ferment la porte, qui montent le son, qui regardent ailleurs tout simplement, qui sont dans une forme Alors de que l'enfant déni. subit des Alors que l'enfant sévices. subit. On a d'autres cas aussi qui sont assez fréquents où les enfants vont parler quand il y a rupture dans le couple. C'est-à-dire quand la maman va quitter le partenaire, ça peut être le père biologique, ça peut être le beau-père, c'est là que l'enfant, une fois que l'agresseur n'est plus dans la maison, se permet de dire, ben, tu sais, il me faisait ça. Et donc, forcément, c'est perçu comme parental alienation parce que la maman ne va plus envoyer l'enfant chez le papa, n'a plus son droit de visite en tant que père, beau-père, peu importe. Et donc, du coup, c'est perçu comme du parental alienation. La maman est liable to a contempt of court si elle ne présente pas son enfant. Et en attendant, le case n'a pas encore été jugé, donc il y a bataille au niveau de la cour et il faut suspendre ces droits de visite ou alors les médiatiser, les faire en présence de l'autorité comme la CDU ou le Probation Office, le temps que l'affaire soit jugée et que la personne soit trouvée coupable ou innocente. Mais c'est des cas extrêmement difficiles et je pense qu'il va falloir énormément de training encore pour qu'on puisse détecter déjà d'une part les enfants, qu'on mette un système de détection efficace en place, qu'on offre un espace, qu'on traîne les psychologues, qu'on traîne les professionnels qui interviennent dedans, parce que pour l'instant, on se rend compte qu'on ne voit que the tip of the iceberg. On parle de mineurs, d'agression sexuelle sur mineurs, mais il y a aujourd'hui des gens qui sont majeurs, qui sont grands et qui dénoncent les problèmes qu'ils ont eus quand ils étaient enfants. Est-ce que ces gens-là s'approchent, viennent vers Pédostop? Oui, la porte est toujours ouverte pour eux parce qu'ils ont été victimes dans leur enfance et surtout, ils ont subi un phénomène qu'on appelle la mémoire traumatique. C'est-à-dire que pour protéger l'enfant, le cerveau, le psychisme va mettre de côté le trauma. On va mettre ça dans une petite boîte de Pandore, on va oublier ça pendant des années, ça s'appelle le refoulement, le déni, et la personne va grandir avec ce secret, et plus tard, ça revient à la conscience, et un trigger, quelque chose va la trigger, une émotion va faire que ce souvenir va revenir à la conscience, et là, forcément, après des années d'oubli, après être devenue maman soi-même, après être maman de fille déjà, bien souvent, les souvenirs reviennent quand les filles ont le même âge qu'elles, quand elles étaient agressées, quand leurs enfants atteignent cet âge-là. Et donc, du coup, quand ça revient comme un cyclone, vous imaginez bien, et ça revient comme si ça n'avait pas été traité, parce que ça n'a pas été traité. Donc, ça revient avec tous les symptômes et toute la violence des émotions, des sensations, du vécu traumatique. Et bien souvent, les femmes nous appellent perdues, complètement perdues, et de devoir révéler ça à leur famille des années après, c'est compliqué. Ça ne passe pas, par exemple, on dit qu'avec le temps, on oublie. Non, on n'oublie pas. Un trauma complexe, comme les traumas qui résultent des abus sexuels, ne passe pas tout seul, malheureusement. Il faut un accompagnement, un traitement spécialisé. Aujourd'hui, à l'étranger, on voit se développer en psychologie une spécialité qui s'appelle la traumatologie, qui vient vraiment, comme en chirurgie, vient vraiment réparer ce que le trauma va casser dans le psychisme, dans le fonctionnement du psychisme. Et il faut qu'on forme les gens à ça, parce que la formation en psychologie est assez générale. Quand on est clinicien, il faut continuer ses études, se spécialiser dans des techniques pour pouvoir mieux accompagner les victimes. Et malheureusement, à Maurice, on n'a pas beaucoup de psychologues qui ont ce niveau de formation, et ça ne court pas les rues. Donc, à Pédostop, on a un pool de psychologues qui ont une expérience, qui sont tous qualifiés et qui ont l'habitude de travailler avec ce niveau de trauma. Et c'est vers ces personnes qualifiées-là que nous référons nos victimes. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble. Notre invitée, c'est Virginie Bissessart, qui est la directrice de l'ONG Pédostop. Virginie Bissessart, dans quelle situation se retrouvent ces gens qui viennent témoigner, dire, raconter leur trauma après des années?
La spécificité du trauma, c'est que tout le vécu pendant l'agression, c'est-à-dire les sensations, la peur, la sensation de mourir. Souvent, les victimes nous disent ça. J'ai l'impression que j'étais en train de mourir pendant qu'il faisait ces actes. Donc, toute cette sensation-là reste raw dans le cerveau. Elle n'est pas traitée, elle ne devient pas un souvenir, parce que c'est la différence avec un mauvais souvenir. On peut avoir des mauvais souvenirs sans que ce soit traumatique. Mais le trauma lui-même fait que ça n'est pas traité et ça va rester tel quel tant que on ne rencontre pas un thérapeute qui va pouvoir arriver à détricoter cette pelote-là et à remettre de l'ordre dans tout ça. Et la personne va donc développer énormément de symptômes et de mécanismes de défense. On va avoir beaucoup de mécanismes de défense autour de l'évitement. Donc, on va éviter les situations de danger, on va éviter des personnes, on va éviter des relations amoureuses parce que ça peut signifier un danger. On va éviter l'intimité avec les autres. On va avoir des stratégies aussi chez les ados qui vont pencher beaucoup vers les comportements à risque, les addictions, les fugues, les partenaires multiples. Donc, on voit que ça n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la perversité chez l'enfant, mais c'est de l'ordre d'un mécanisme de défense, c'est de l'ordre presque de l'autodestruction, tellement l'enfant souffre. Donc, il faut accompagner tout ça et donner des outils pour que la personne puisse reprendre le contrôle sur ces émotions-là et reprendre le contrôle sur sa vie. Et que ce ne soit pas les mécanismes de défense, les symptômes qui dictent sa vie, ses choix, ses relations. On a vu durant ces derniers mois des cas assez, je dirais, anormal. Un cas, par exemple, à Rodrigue, où quelqu'une, une mineure démembrée, et d'autres cas, Maurice. Il y a des cas, et c'est toujours dans les actualités. Alors, parfois, l'abus sexuel va jusqu'au bout, c'est-à-dire va jusqu'au meurtre. Et depuis le mois de novembre, entre Maurice et Rodrigue, nous comptons 5 infanticides. Ce n'est pas juste anormal, c'est choquant. C'est ce qu'il y a de pire, de la pire brutalité humaine. Nous sommes passés d'un enfant d'1 an et demi qui a été frappé par sa maman, qui a perdu le contrôle, à 2 fillettes de 7 ans dont on ramasse le cadavre, mutilé, violé, et cette jeune fille de 16 ans, enceinte, qu'on retrouve démembrée. Et quand on regarde le profil de ces enfants, c'était des enfants qui étaient à risque. Et donc, du coup, la question se pose, quelles vont être les mesures prises pour pouvoir détecter en avance ces familles-là et les accompagner? Parce que être parent, ce n'est pas quelque chose d'évident. On devient parent avec le bagage qu'on a reçu. Et si on a reçu la violence, qu'est-ce qu'on peut transmettre à l'enfant si, quelque part, on n'est pas en train de réfléchir sur soi, si on n'a pas le temps, les outils, les moyens de réfléchir sur soi, d'aller en thérapie, de s'interroger. Donc, comment détecter ces familles-là? Comment les accompagner pour qu'on n'en arrive pas là? Pour qu'on n'en arrive pas à ramasser des petits corps et qu'on puisse intervenir avant? Comment aussi travailler autour de l'autorité parentale, parce que certains parents n'ont pas envie d'être accompagnés, d'être détectés, n'ont pas envie qu'on sache toutes les violences qui se passent à la maison, parfois aussi l'addiction, l'alcool et tout ce qui s'y trouve. Donc, comment, avec les autorités, arriver à lever l'autorité parentale pour qu'on puisse mettre les enfants, les protéger? Et deuxième question, une fois qu'on enlève les enfants, parce qu'encore une fois, ce sont les enfants, ce sont les victimes qui sont punies, hein, elles sont encore enlevées de leur maison et ce n'est pas l'agresseur qu'on enlève de leur maison. Une fois qu'elles sont arrivées, qu'est-ce qu'on fait des shelters? Est-ce qu'on continue avec les shelters qu'on a? Comment on peut améliorer les services dans les shelters? Comment on peut offrir plus de place et avoir un accompagnement de qualité aussi dans les shelters? Il ne s'agit pas d'avoir juste une garderie, parce que ces enfants vont devoir retourner dans le monde extérieur et il va falloir qu'ils puissent s'intégrer aussi et qu'ils aient des outils pour s'intégrer et travailler et être un citoyen comme tout le monde. On a parlé des problématiques. Maintenant, je suis sûr que Pédostop vient avec des solutions. Quand on parle de solutions, c'est-à-dire des projets, une vision, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors déjà, on avait parlé de training et en ce moment, nous sommes en contact avec le CHU de Saint-Pierre à La Réunion, où on aurait aimé initier avec eux un projet de formation continue sur 4 ans
qui concernerait tous les professionnels involved dans la procédure de reporting, parce qu'on s'aperçoit que l'enfant doit répéter son histoire énormément et que c'est très traumatisant. Et que donc cette procédure doit être beaucoup plus smooth, beaucoup plus child-friendly et beaucoup plus orientée in the best interest of the child. Donc il faut de la formation pour tous ces acteurs-là, qu'ils puissent mettre ces protocoles-là en place. Et donc ça concernerait, à terme, on formerait presque 400 professionnels à Maurice. Donc, c'est un projet que Pédostop a essayé de pousser l'année dernière, mais malheureusement, les élections sont venues jouer les troubles faits. Mais on aimerait repousser ce projet cette année avec les mêmes partenaires. La Réunion est toujours keen et la gendarmerie française aussi est keen de venir former la police mauricienne. Donc, on nous tend une perche, c'est à nous de la saisir et d'avoir l'humilité de comprendre qu'il faut continuer à apprendre et à améliorer les services qu'on donne au public, surtout un public aussi vulnérable qu'un enfant qui arrive alors qu'il est victime d'un abus sexuel. Donc, il y a ces projets-là. Il y a aussi, on voit que certaines institutions manquent de moyens. Ce n'est pas la volonté qui manque, il manque de moyens derrière, financiers. On parle de child-friendly interview rooms. Donc, il va falloir aider la police à se doter de pièces vraiment child-friendly avec un mobilier adapté pour les enfants où quand l'enfant arrive, il n'a pas peur. Même nous, adultes, quand on se rend à la station de police, même si on n'a rien fait, on n'est pas coupable, on n'est quand même pas à l'aise. Donc, un enfant de 7 ans qui vient parler de ça et qui voit des policiers en uniforme dans une station busy, forcément, il n'a pas trop envie de parler. Donc, comment on peut encourager cette relation-là? Comment on peut mettre l'enfant à l'aise pour qu'il puisse parler et donner le maximum de détails? Ça, c'est un travail qui reste à faire avec des véritables child-friendly interview rooms, des protocoles clairs comment on interroge un enfant. Comment marche la mémoire d'un enfant? Un enfant de 5 ans ne va pas faire la différence entre il y a 2 mois, 6 mois, une semaine, 2 jours. Donc, comment reconstituer ces faits tout en travaillant avec l'enfant et avec son stage de développement où il en est. Donc, tout ça là, il faut du training, il faut mettre des moyens et j'espère que les volontés politiques et les moyens financiers suivront derrière. Et les partenaires collaborons avec Pédostop aussi. On est à la recherche de partenaires financiers pour pouvoir développer tous ces projets-là en collaboration avec les institutions publiques aussi. Alors, on en a parlé dans le passé, c'est-à-dire aujourd'hui, on a The Child Court. Est-ce que c'est une bonne chose? Vous parlez aujourd'hui de la façon de recevoir un enfant au poste de police. Comment c'est actuellement? Si un enfant doit faire une déposition, être interrogé, comment ça se fait actuellement? On aimerait savoir. Alors, actuellement, c'est la brigade de la protection de la famille qui prend ces complaintes-là. Il y en a 8 à Maurice et une à Rodrigue. Et donc, du coup, ce n'est pas dans n'importe quelle station qu'on va donner cette complainte-là. Il faut aller vers cette brigade-là. Donc, la brigade prend le statement et ensuite, il y a la parade d'identification et la reconstitution des faits. Et ça, c'est le travail des policiers qui montent ce dossier-là et qui vont envoyer ça au bureau du DPP qui va ensuite juger s'il y a matière ou pas à poursuivre. Du côté de la CDU fait son travail d'assessment, de voir la famille, etc., fait son rapport et renvoie aussi au bureau du DPP. Et c'est le State Council qui va décider est-ce qu'il y a matière, est-ce qu'il y a assez de preuves, parce que l'enfant aussi va passer un examen médical. Et c'est uniquement un médecin légiste, un simple gynécologue ou une gynécologue de l'hôpital ne peut pas faire cet examen. C'est obligatoirement un médecin légiste. Or, à Maurice, nous n'avons qu'une seule femme légiste. Donc, vous imaginez bien si cette dame-là est en congé ce jour-là, pour la petite fille de 7 ans qui vient d'être agressée, comme c'est délicat d'aller subir derrière encore un examen gynécologique par un homme, c'est compliqué. Donc, il va falloir aussi peut-être se pencher dessus au niveau du ministère de la Santé et voir comment on peut faciliter et mettre les enfants un peu plus à l'aise lors d'un examen qui, même pour une femme adulte, même l'examen de routine est désagréable. Donc, comment on peut faciliter ce process-là pour que ce soit moins traumatisant pour les enfants. Vous avez parlé d'un chiffre au début de l'émission concernant Rodrigue, 35%, si 31%. 31%. Ça fait un Rodrigue quand même, sur 3. un Rodrigue sur 3 qui est victime.
qui a vécu une forme d'abus sexuel. D'abus sexuels. Alors, Oui. ça ne veut pas forcément dire un viol, hein, ça peut être une remarque déplacée, ça peut être Voilà. un geste sexiste, une main qui Qui traîne. est aussi désagréable. Mais tout à fait, Mhm. tout à fait. Et qu'est-ce qu'il y a pour Rodrigue? Alors, pour Rodrigue, la Pédostop est en train de réfléchir à ouvrir une antenne de Pédostop là-bas, parce que l'équipe de la CDU est constituée de 2 personnes, et il y a quand même pas mal de cas aussi. Et forcément, ils vont avoir besoin d'aide, et je pense que Pédostop peut être une bonne complémentarité, une bonne solution complémentaire à la CDU, venir les épauler et prendre en charge, une fois qu'ils ont fait toutes les démarches administratives, qu'ils ont monté les dossiers. Nous, notre travail, ça va être d'accompagner les victimes, de leur offrir le legal advice pour essayer de naviguer le système judiciaire et comprendre comment ça marche. Et aussi le support des psychologues à travers la visio avec Maurice. Aujourd'hui, ça se fait, de faire des sessions en visio. Donc, on espère pouvoir mettre ça en place d'ici la fin de l'année. Et encore une fois, on cherche des partenaires financiers pour nous aider. On termine l'émission, Virginie Bissessart. Je suis sûr que vous êtes là pour sensibiliser. Alors, quel est le message que vous avez à faire passer? Parents, soyez vigilants. Maintenant, nous, en tant que citoyens, on tombe sous la section 34 de la New Children's Act. Le reporting est mandatory. Donc, ça n'est plus une question de conscience. Si on est au courant de quelque chose, il faut parler pour protéger les enfants. Ça suffit ce tabou parce qu'on est en train de détruire des vies en restant tranquille. Est-ce que vous avez un message pour les victimes qui n'ont rien dit, qui gardent le trauma, qui n'ont rien à dire jusqu'à maintenant? On vous croit, on vous accueille en toute confidentialité. Même après des années? Même après des années. Il n'est jamais trop tard pour en parler. Il n'est jamais trop tard pour faire un travail sur soi. On est là pour ça. Virginie Bissessart, merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne continuation. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci à vous de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de la MBC. Merci et bonne soirée. Au revoir.